Edouard Bessane. Cependant, c'est à Dakar qu'elle a passé une partie de sa jeunesse à travailler comme bonne à tout faire. Et quand elle revenue au lendemain du bombardement de la grande ville, elle était dans un piteux état. Heureusement, elle s'est vite rétablie, mais elle boit toujours de la jambe droite. Aline déteste qu'on la plaigne. Son infirmité serait la manifestation d'un mystère divin. Voici venir Atiyom Amifan, l'assistant d'Aline Sitoé. D'une case est sorti un homme d'âge mûr. Il tient un récipient. Il distribue des gâteaux à la foule assise. Prenez. Ce sont des gâteaux préparés à base de riz rouge et de miel. Elles sont exquis, mais gardez-vous de vous en délecter avant la sortie de la prêtresse. Un moment après paraît Aline Sitoé, suivie d'une jeune fille munie d'une calebasse d'eau. Elle tient à la main un petit panier à couvercle. Je vous salue tous et vous souhaite la bienvenue à Cabrousse. Que la paix soit avec vous et qu'elle vous raccompagne au sein de vos foyers. Goûtez aux gâteaux qui viennent de vous être distribués. Mais gardez en tout de même une part pour vos parents et pour vos voisins qui n'ont pas pu faire le voyage avec vous. Quand on procède à un partage, on a un coutume de nous souligner qu'une seule personne présente. Dans vos actions et votre conduite de tous les jours, prévoyez toujours un grand absent, l'avenir. J'éprouve une profonde joie à vous accueillir au sein de ma concession. Demeurez toujours ainsi, fraternellement, unis. Kadiola, Tukulor, Wolof, Jean de la Gambie et de la Guinée portugaise. Je m'appelle Noumendoy, élève en classe de CM2 à l'école élémentaire Insa Bobaba. L'enfance. Dieu a ces mystères que personne ne peut percer. Tu seras roi. Tu n'y peux rien. Tu seras malheureux. Tu n'y peux rien. Chaque homme trouve sa voie déjà tracée. Il ne peut rien y changer. Le fils de Songolo eut une enfance lente et difficile. À 3 ans, il se traînait encore à 4 pattes, tandis que les enfants de la même année que lui marchaient déjà. Il n'avait rien de la grande beauté de son père Nare Mangan. Il avait une tête si grosse qu'il semblait incapable de la supporter. Il avait de gros yeux qu'il ouvrait tout grand quand quelqu'un entrait dans la case de sa mère. Peu bavard, l'enfant royal passait tout le jour assis au milieu de la case. Quand sa mère sautait, il se traînait à 4 pattes pour fuiter dans les calebasses à la recherche de nourriture. Il était très gourmand. Les méchantes langues commençaient à jaser. Quel enfant à 3 ans n'a fait ses premiers pas? Quel enfant à 3 ans ne fait le désespoir de ses parents par ses caprices, ses sautes d'humeur? Quel enfant à 3 ans ne fait la joie des siens par des maladresses de langage?
Sogolon Diatta. Ainsi appelons-on l'enfant en faisant précéder son nom de celui de sa mère. Sogolon Diatta, donc, était bien différent de ceux de son âge. Il parlait peu. Son visage sévère n'était jamais étendu par un sourire. On eût dit qu'il pensait déjà. Ce qui amusait les enfants de son âge l'ennuyait. Souvent, Sogolon en faisait venir auprès de lui pour lui tenir compagnie. Cela marchait déjà. La mère espérait que Diatta, en voyant ses camarades marcher, serait tenté d'en faire autant. Mais rien n'y fit. D'ailleurs, Sogolon Diatta, de ses bras déjà vigoureux assommés, les pauvres petits et aucun ne voulut plus rapprocher. La première femme du roi fut la première à se réjouir de l'infirmité de Sogolon Diatta. Son fils à elle, Dankara Touma, avait maintenant 11 ans. C'était un bon garçon, vif. Il passait la journée à courir à travers le village avec les enfants de son âge. Il avait même commencé son initiation en brousse. Le roi lui avait fait un arc et allait derrière la ville s'exercer au tir avec ses compagnons. Je m'appelle Khoreja Faye, en classe de CM2, à l'école Nioro Dar Salam. Cependant, c'est à Dakar qu'elle a passé une partie de sa jeunesse à travailler comme bonne à tout faire. Et quand elle est revenue au lendemain du bombardement de la grande ville, elle était dans un piteux état. Heureusement, elle s'est vite rétablie, mais elle bat toujours de la jambe droite. Pauvre femme, Aline déteste qu'on la plaigne. Son infirmité serait la manifestation d'un mystère divin. Oui, à Dakar, quand elle a commencé à avoir des visions, des voix lui enjoignaient de retourner dans sa province natale pour en sonner l'avènement d'une ère de liberté, d'abondance. Mais comme elle tardait à leur obéir, les esprits pour l'aventure l'ont frappé de la claudiction. Ah, mais comment? Chut! Voici venir à Antioche, à mi-fond, l'assistant de Dalin Suter. D'une case est sorti un homme d'âge mûr. Il tient un récipient. Il distribue des gâteaux à la foule assiste. Prenez, ce sont des gâteaux préparés à base de riz rouge et de miel. Ils sont exquis, mais gardez-vous de vous en délecter avant la sortie de la prêtresse. Un moment après parler à l'instituteur, suivi d'une jeune fille munie d'une calebasse d'eau. Elle tient à la main un petit panier à couvercle. Nos autres ont-ils mangé et bu? Oui. Je vous salue tous et vous souhaite la bienvenue à Cabrousse. Que la paix soit avec vous et qu'elle vous raccompagne au sein de vos foyers. Goûtez aux gâteaux qui viennent de vous être distribués, mais gardez-en tout de même une part pour vos parents et pour vos voisins qui n'ont pas pu faire le voyage avec nous. Quand on procède en un partage, on a coutume de se choisir comme seule personne présente. Dans vos actions et votre conduite de tous les jours,
Prévoyez toujours un grand absent à l'avenir. J'éprouve une profonde joie à vous accueillir au sein de ma possession demeurée. Bonsoir, je m'appelle Gérard Boissy, élève en classe de 5e C, au sein membre Ousmane Ba. Le livre que je vais lire s'appelle Maïmouna, écrit par Abdoulaye Sadio. À l'occasion de la Mawloud, Bounama organisa une réception pour ses amis. C'était un samedi soir. Le cours fut doté d'une installation électrique supplémentaire avec des ampoules grosses comme des crânes. On tamissa le sable, on installa des nattes et des tapis pour les chœurs religieux. Bounama s'habilla confortablement et l'indigène, culotte blanche, ample et légère, arrivant aux genoux, sous-vêtements européens en soie pure, boubou blanc, plastronné de basins riches qui soufflaient largement sur les côtés, grand boubou de basins super riches, ami donné à souhait de repasser avec une application tatillonne. Au pied, une paire de babouches toute neuve, choisie un peu trop petite parce que c'était la mode. Il parut sur la véranda, chaises et des fauteuils. Il entra dans le salon, passa dans la pièce d'à côté, reparut sur la véranda. Tout était en ordre. L'approche de la société, Kharidini, la plus brillante société religieuse de Dakar, se signala bientôt dans la rue par des cris de tête. Ses membres s'habillaient en blanc, boubou blanc de coton, bonnet blanc également de coton, ce qui leur donnait l'allure des membres du Klu Khalanka qui pénétraient chez Bounama en négociant. À qui, mieux, on les reçut et se groupèrent sur les tapis et les nattes comme une formation de moines blancs. Les vrais invités, les amis de Bounama, arrivaient de temps en temps et étaient admis dans le salon. Individus pour la plupart très imbus de leur personne, tout agent du cadre commun supérieur comme Bounama, ou comptable du commerce enrichi par leurs ailes. Il fallait voir comme ils s'affailaient dans les fauteuils. L'air infini d'attacher une jambe sur l'autre et les bras en aille de vautour, fatigués. Il fallait entendre leur langage drainant, mi-français, mi-wolof, le rire bourgeois et leur soupir en teine lassitude. Un groupe plus homogène arriva bientôt. La société des jeunes habitants. Bonsoir. Je me nomme Seynabou Diop de la classe de 5e au sein de Guadeloupe. Les terreurs de la nuit s'évanouirent avec le premier chant des coqs. L'ombre traîna encore sur les cases serrées du village, opaques, vivantes, animées de créatures invisibles et perfides dont l'approche du jour annonçait la retraite. Elles fuyaient par vagues longues et lentes devant le crescendo de 1000 bruits caractérisés. L'Orient demeurait fermé, mais l'idée du jour qui allait naître d'un moment à l'autre et de la certitude du danger conjuré chassaient déjà les longues insomnies. C'est alors que les hommes superstitieux glissèrent dans ce sommeil lourd de l'aube que suivent les réveils pénibles.
Le deuxième chant des coqs s'éleva des ombres qui noyèrent le chaos des paillots au toit conique, des rangs serrés des arbres à bouquets sveltes. Elle prenait racine opiniâtrement, indifférente à l'éclat merveilleux des dernières étoiles. À l'ouest du village, une voix humaine fisa solitaire et des minutes anxieuses s'écoulèrent. Une trépidation familière naquit bientôt et toute la terre alentour en fut ébranlée. C'était le premier pylône de cet instant avant-coureur de l'aube. Les oiseaux se mirent à gazouiller, les arbres à murmurer et les ténèbres s'écrièrent à n'en plus finir, traversées par une large brise, et elles se réveillaient et elles s'ébrouillaient, frileuses et lasses. Quand les coqs du village unanimes eurent poussé le troisième chant, l'Orient commença à montrer ses gencives blanches. Alors, un cri douteux emporta les dernières ombres. Les coups de plomb se multiplièrent et la conquête du jour s'effectua par courtes étapes. Les cages, tout à l'heure, confusément unies dans le creuset nocturne, se détachèrent dans l'espace, avassis de frayeurs inavouées. Les arbres à bouquets hauts sur pied brandissaient dans l'air, maintenant transparent la preuve ingénue de leur innocence. Et les hommes de sursis çà et là, rassurés, sinon triomphants, un peu engourdis par tout le poids de leur corps songerie stérile. Je me nomme Sokhna Seck, élève en classe de 5e A à l'élève Mamoun Dariba. Je vais vous lire le livre de Maïmouna au chapitre 15. 6 mois s'étaient écoulés depuis la célébration des fiançailles de Maïmouna. Le temps avait passé et continuait de passer, interminable, chevauché par le hasard. Le hasard qui imprime son sceau sur toute chose. Des destinées s'accomplissent, des projets avortent, d'autres réussissent. Fatalistes ou résignés, les Noirs boivent le coup amer de la vie. Tout ce qui arrive était écrit depuis le jour de la création sur le grand livre de Dieu. Déception, infortune, maladie, souffrance. Il faut considérer tout cela comme autant de preuves auxquelles le Seigneur nous soumet pour tremper notre foi en lui. D'ailleurs, le pays ne manque pas de proverbes qui expliquent ou justifient tout ce qui suivit dans la destinée des pauvres mortels. Il ne se produit pas un accident qui ne soit un arrêt de Dieu, donc inévitable, et sur lequel il n'y a pas de sang de trop se présenter. À ceux qui souffrent physiquement ou moralement et que le désespoir va gagner, on dit: ce qui fait souffrir ne dure pas. Mot de charité qui atténue la douleur ou en limite gratuitement et vaguement la durée. Ces proverbes ont été dits et redits, répétés par tant de générations qu'ils passent pour des formules magiques dont on n'a pas à discuter l'efficacité. De la mort d'un des siens, on le met en face de la nécessité qui fait la vie et la mort sont inséparables. On lui dit: le nez qui a goûté la vie doit goûter la mort. Ceux qui doutent du lendemain et c'est que le problème du ventre se pose avec acuité se tranquillisent à l'idée que
Dans toute bouche qu'ils font, Dieu met du mille. C'est-à-dire que la providence travaille sans cesse pour les hommes et qu'au dernier moment, sans que nous essayons à intervenir, la nourriture attendue vient d'une manière ou d'une autre. Jusqu'aux très humbles qui doivent souvent se contenter d'une maigre chair, de repas dignes des bêtes de la brousse, un moyen de se consoler est réservé. Il suffit qu'ils se disent, avec toutes les générations passées, générations des ancêtres, des vieux, des hommes, des femmes et des enfants. Le ventre ne trahit pas. Cher public, je me nomme Malay Chao de la première S1 au lycée Maba Diakhou Ba. Je suis très ravie de participer à ce concours, de partager ces moments agréables avec vous. Je suis fière de représenter mon établissement. J'aimerais vous lire un passage. J'aimerais vous lire un passage d'un livre intitulé Une vie de boy de Ferdinand Oyono, programme en classe de première. Je m'appelle Tundi Ondoa. Je suis le fils de Tundi et de Zama. Depuis que le Père m'a baptisé, il m'a donné le nom de Joseph. Je suis Maka par ma mère et Diem par mon père. Ma race fut celle des mangeurs d'hommes. Depuis l'arrivée des Blancs, nous avons compris que tous les autres hommes ne sont pas des animaux. Au village, on dit de moi que j'ai été la cause de la mort de mon père, parce que je m'étais refusée chez un prêtre blanc à la veille de mon initiation, où je devais faire connaissance avec le fameux serpent qui veille sur tous ceux de notre race. Le père Gilbert, lui, croit que c'est le Saint-Esprit qui m'a conduit jusqu'à lui. À vrai dire, je ne m'y étais rendu que pour approcher l'homme blanc aux cheveux semblables à la barbe de maïs, habillé d'une robe de femme qui donnait de bons petits cubes sucrés aux petits noirs. Nous étions une bande de jeunes païens à suivre le missionnaire qui allait de case en case pour solliciter des adhésions à la religion nouvelle. Il connaissait quelques mots ndjem, mais il les prononçait si mal qu'il leur donnait un sens obscène. Cela amusait tout le monde, ce qui lui assurait un certain succès. Il nous lançait ces petits cubes sucrés comme on jette du crin aux poules. C'était une véritable bataille pour s'approprier l'un de ces délicieux morceaux blancs que nous gagnions au prix de genoux écorchés, de yeux tuméfiés, de plaies douloureuses. Les scènes de distribution dégénéraient parfois en bagarre où s'opposaient nos parents. C'est ainsi que ma mère vint un jour à se battre contre la mère de Tinati, mon compagnon de jeu, parce qu'il m'avait tordu le bras pour me faire lâcher les 2 morceaux de sucre que j'avais pris au prix d'une hémorragie nasale. Cette bataille avait failli tourner en massacre car des voisins luttaient contre mon père pour l'empêcher d'aller fendre la tête au père de Tinati qui, lui-même, parlait de transpercer l'abdomen de papa d'un seul coup de sagesse. Quand on eut calmé nos parents, mon père, l'œil mauvais, armé d'un rotin, m'invita à le suivre derrière la cage. C'est toi, Tundi, la cause de toute cette histoire. Ta gourmandise nous perdra. On dirait que tu ne manges pas beaucoup ici. Tu éprouves encore le besoin, à la veille de ton initiation, de traverser un ruisseau pour aller quémander de l'eau. Chers élèves, cher public,
ainsi que chers membres du jury. Je me nomme Aminata Silla, élève en classe de la première L2A au lycée Maba Diakhou Ba. Je ne saurais vous exprimer l'immensité de la joie que je ressens par le fait d'être ici parmi vous ce soir afin de représenter dignement mon établissement. Sur ce, je vais vous lire un passage du roman intitulé Une vie de boy de Ferdinand Oyono. Merci. Je m'appelle Tundi Ondoa. Je suis le fils de Tundi et de Zama. Depuis que le père m'a baptisé, il m'a donné le nom de Joseph. Je suis Maka par ma mère et Ndiem par mon père. Ma race fut celle des mangeurs d'hommes. Depuis l'arrivée des Blancs, nous avons compris que tous les autres hommes ne sont pas des animaux. Au village, on dit de moi que j'ai été la cause de la mort de mon père parce que je m'étais réfugiée chez un prêtre blanc à la veille de mon initiation où je devais faire connaissance avec le fameux serpent qui veille sur tous ceux de notre race. Le père Gilbert, lui, croit que c'est le Saint-Esprit qui m'a conduit jusqu'à lui. À vrai dire, je ne m'y étais pas rendue que pour approcher l'homme blanc, aux cheveux semblables, à la barbe de maïs, habillé d'une robe de femme, qui donnait de beaux petits cubes sucrés aux petits noirs. Nous étions une bande de jeunes païens à suivre le missionnaire qui allait de case en case pour solliciter des adhésions à la religion nouvelle. Il connaissait si mal qu'il leur donnait un sens obscène. Tonton Tafa, s'il vous plaît, le son. Mais il les prononçait si mal qu'il leur donnait un sens obscène. Cela amusait tout le monde, ce qui lui assurait un certain succès. Il nous lançait ses petits cubes sucrés comme on jette du grain aux poules. C'était une véritable bataille pour s'approprier l'un de ces délicieux morceaux blancs que nous gagnions au prix de genoux écorchés. Dieu tuméfié, de plaies douloureuses, les scènes de distribution dégénéraient parfois en bagarre où s'opposaient nos parents. C'est ainsi que ma mère vint un jour se battre contre la mère de Tinati, mon compagnon de jeu, parce qu'il m'avait tordu le bras pour me faire lâcher les 2 morceaux de sucre que j'avais pu avoir au prix d'une hémorragie nasale. Et à tous, je m'appelle Awonia, je viens du privé Eliman Suleiman Ba. Et je précise encore une fois, je représente fièrement et dignement mon école. Mon père, mon bienfaiteur, le révérend Père Gilbert est mort. On l'a retrouvé ensanglanté, écrasé sur sa motocyclette par l'une des branches du fromage géant que les indigènes appellent le broyeur des Blancs. On raconte que 2 Blancs, grecs, ceux-là, avaient déjà subi le sort du Père Gilbert. Dans une atmosphère calme, le fromager avait lâché une de ses branches
comme une massue titanesque sur la voiture des Grecs jusqu'au moment où elle passait sous son ombre. Tonton Tafa, s'il vous plaît. On se releva que deux pâtés dans un drille. Au milieu de la ferraille, le commandant, qui était à Dagan à l'époque, parla d'abattre le fromager. Après l'enterrement des Grecs, tout fut oublié jusqu'à ce matin. Tous les jeudis, le père Gilbert se rendait en personne à Dagan pour aller chercher le courrier de la mission. Comme il était heureux à la pensée d'avoir une lettre de chez lui. Dès que nous avions fini d'officier, il courait au garage et sortait sa motocyclette en s'en soufflant. Il m'appela alors pour la tenir pendant qu'il remontait sa soutane jusqu'à la ceinture, tout en dévoilant ses jambes velues et son short kaki. Quand il était prêt, il reprenait son engin, s'asseyait lourdement dessus et m'ordonnait de le pousser jusqu'à ce que la pétrade devint régulière. Il disparaissait à folle allure, me laissant un nuage de fumée et de poussière dont l'odeur d'essence me retournait le cœur. Merci. Nous remercions l'initiateur de cette cérémonie qui aujourd'hui est en train de faire un travail extraordinaire. Je vous jure, c'est la première fois que j'assiste à une cérémonie aussi importante visant à promouvoir les livres. Ce fut vraiment une fête extraordinaire. C'est juste magnifique. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est de tout faire pour que l'année prochaine, que la cérémonie à venir puisse être la meilleure de toutes les cérémonies jusque-là organisées. Donc encore une fois, je vous remercie. La fête a été extraordinaire et comme je l'avais dit la fois passée, dans chaque compétition, il y a toujours des vainqueurs et des vaincus. Mais on ne perd jamais parce que chaque jour on apprend. Raison pour laquelle on va remercier tous les élèves qui ont eu à participer. Tous les élèves. On va commencer d'abord par leur donner des diplômes de participation. Et encore une fois, chers élèves, recevez toutes nos félicitations. Merci beaucoup. Monsieur les organisateurs, bonsoir chers élèves d'ignorants et merci de nous avoir hôte à cette date du 23, tant importante qu'à la Journée internationale du livre et de la lecture, décrétée par l'UNESCO. Nous représentons notre chef de service du centre régional de Kaolack en la personne de Madame la directrice Adi Faye et M. Ibrahim Lo, directeur de la direction du livre et de la lecture, représentant du ministère de la Culture à cette occasion. Cette journée est le défenseur des amoureux du livre et de la lecture. On peut la fêter de diverses manières. C'est un hommage rendu aux disparus auteurs d'une part et d'autre à la naissance de certains écrivains et éminents penseurs. Nioro répond présent à cet élan de commémoration et nous en sommes heureux. Et souhaite dans l'avenir une étroite collaboration dans divers domaines d'échange culturel et intellectuel. Merci. Donc c'est pour moi l'occasion d'exprimer ma profonde gratitude au nom de l'inspecteur de l'éducation et de la formation, M. Mamoudou Sow, saluer cette initiative ô combien noble à l'occasion de la Journée internationale du livre et de la lecture. C'est pour nous, en tout cas, une manière d'éclore les talents cachés au niveau des établissements, avec la participation digne de louange de l'ensemble des professeurs et maîtres encadreurs. Et mesdames et messieurs, à cet effet, recevez les vifs remerciements de toute la hiérarchie, en tout cas de l'IEF à l'inspecteur de l'académie jusqu'au niveau du ministère. Soyez vraiment honorés et remerciés de l'accompagnement que vous n'avez de cesse d'accomplir à l'endroit de ces enfants qui aujourd'hui ont montré toute l'importance de l'enseignement que vous leur délivrez avec tout l'engagement au service de la nation. Je vous remercie. Bonsoir tout le monde. Bonsoir les membres du jury, les chers professeurs enseignants, encadreurs des élèves, M. Saint-Ousmane,
Bonsoir. Bonsoir, monsieur l'initiateur. Monsieur Badian. Bonsoir, chers élèves. Aujourd'hui, nous sommes très contents d'organiser cette compétition de lecture à haute voix ici au département de Nioro, plus particulièrement dans la commune. Cette concours, on l'a beaucoup organisé pour promouvoir la lecture et faire de telle sorte que les élèves fréquentent les bibliothèques. C'est ça notre objectif pour cette année. Vraiment avec les moyens de bord, on a su réussir cet événement avec la manière et on souhaite dans les années à venir élargir cette compétition au niveau départemental. Et avant de terminer, on va remercier bien le Seigneur, donc M. Moussa, qui est ici le représentant. Monsieur, vraiment, on félicite de votre collaboration. On va remercier aussi le centre culturel de Kaolack, dont la directrice est Mme Anoufay. Et elle est représentée ici par Ibrahima, et Mme Dekawa. On va remercier aussi M. Ousmane, qui est de Aïe. Vraiment, on remercie de votre participation. Et on remercie aussi tous les établissements de Nioro. Vraiment, on a vu votre engagement par rapport aux élèves. Et on vous remercie dans cette matière. Donc, vous pouvez continuer. Inch'Allah, l'année prochaine sera meilleure. Je vous remercie. Merci. Discours, remerciements, concours Bodis ou bien compétition Bodis, comme nous l'avons dit au début. Il faut nous gagner, il faut nous perdre. Te ñu perte sax bu ñu jàppale dañoo perte parce que nañ jàpp ni tey bokk nañ am nañ fi xam-xam suba su ñëwee dañuy gagner. Donc très rapidement, après confrontation des différentes notes qui ont été données en diction, etc. et les autres parties, on va directement vous donner les moyennes. Donc qui dit le P, qui dit le 2, petit, qui dit le 3. On va commencer par le primaire. Et c'est lui ou celle qui est sortie, El Hadj Mor Ndiaye. Attendez. Ah, elle s'est retrouvée avec une moyenne de 15,99. Ndoumbe Diop. Ndoumbe Ndoye. École Insa Bobo. Elle s'est retrouvée avec une moyenne de 17,49. Foreïdia Faye, école Nioro Darussalam, s'est retrouvée avec une moyenne de 16,83. Donc, qui est le première, c'est Ndoumbe. Tatile Ndoumbe. Ndoumbe go. Wa kan moo topp ci Ndoumbe? Ki topp ci Ndoumbe mooy Khoreja Faye. Donc, félicitations à Ndoumbe, félicitations à Khoreja, félicitations à El Hadj Mor Ndiaye. Merci beaucoup Ndoumbe, merci beaucoup. Maintenant, on continue avec Gérard Boissy. Après Gérard Boissy, Seynabou Diop, école
Ndiogu Wakuba, moyenne 20,32. Seynabou Diop. Erasmus, ñëwal ci kaw. Soxna Seck avec une moyenne de 19,49. Donc qui jël paie, c'est Seynabou Diop. Qui jël deuxième, c'est Gérard Boissy. Et qui jël troisième, c'est Soxna Seck. Merci beaucoup. Et maintenant, nous continuons avec les Danan. Le secondaire, Malathiaou, lycée Mama Diakhouba, moyenne 19,66. Malathiaou. Aminata Silla, lycée Mama Diakhouba, moyenne 22,49. Aminata. Félicitations, Aminata. Awanya, lycée Eliman Suleiman Ba, 17,99. Donc, première, c'est Aminata Silla. Deuxième, c'est Malathiaou. Et troisième, Awanya. Merci beaucoup. Très bien, maintenant, on va passer à la remise des diplômes. Bon, c'est vrai que ce n'était pas du tout facile, mais à vrai dire, si j'étais venue exactement, ce n'était pas pour compétir, plutôt je dirais pour m'amuser, parce que j'adore la lecture, j'adore le fait de lire que ce soit des romans, tout, j'adore la lecture, donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais participer à ça. Et je me dis que l'important, ce n'est pas de gagner ou de perdre. Je pense que ce qui était le plus important, c'est de m'être amusée. Et j'étais vraiment très heureuse d'être parmi tous ces gens, d'avoir lu et je suis vraiment fière que ma lecture leur a plu. Je demande aux élèves de ne jamais arrêter la lecture. Parce que si j'ai réussi à aussi bien m'exprimer aujourd'hui, je peux dire que c'est grâce à la lecture. Parce que le fait de lire abondamment nous permet de connaître beaucoup de choses. Surtout le plus important, nous permet de nous éduquer. Parce qu'à travers les œuvres que nous lisons, nous y trouvons beaucoup d'éducation. Donc ce que je dirais aux élèves, c'est de ne jamais abandonner. Peu importe quel est leur niveau, peu importe comment ils sont, ils doivent toujours lire. Je pense qu'avant d'être scientifique, il faudrait d'abord être littéraire. Parce que peu importe le diplôme de sciences qu'on peut emporter à l'avenir, imaginez par exemple un élève scientifique qui obtient un diplôme, qui devait s'exprimer devant toute une assemblée et qui ne savent pas lire. Donc je pense que pour cela, les scientifiques devraient prêter beaucoup plus d'attention à la lecture. Bon, je pense que déjà je dis bravo à toutes les femmes
parce que je pense que les femmes sont très importantes. Elles occupent une place très importante au sein du Sénégal, que ce soit au sein de n'importe quel autre pays. Ce que je dirais, c'est que armez-vous de lecture, parce que la lecture, c'est un art, c'est un don que Dieu nous a donné à tous. Mais c'est un don que chacun peut, faire sortir, que chacun peut faire voir. Il suffit juste d'y croire et de prêter attention.